Bienvenue à la prescription. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez eu le temps de relaxer un peu en écoutant de la musique, regarder un film, lire un peu. Cette semaine, j'ai la chance de vous présenter un réalisateur et son film, Le bruit des moteurs de Philippe Grégoire. Un gros coup de cœur pour moi cette année. Le film est disponible sur les plateformes du cinéma Beaubien, Cinéma Moderne ou encore sur iTunes. Vous pouvez louer ou l'acheter tout simplement. D'ailleurs, le Gala Québec Cinéma a sorti ses nominations pour cette dernière année. On félicite Caroline Monet, une invitée de l'émission qui se retrouve avec plusieurs nominations pour son film Bootlegger. Alors bravo. Et pour Le bruit des moteurs, eh bien, il a récolté une seule nomination dans la catégorie meilleur acteur pour Robert Naylor, qui est tout simplement parfait dans son rôle. Cependant, sincèrement et profondément, ce film aurait dû avoir un peu plus d'affection de la part du jury. C'est une des propositions les plus originales que j'ai vues des derniers temps. C'est dommage, mais bon, que voulez-vous? Un gala, ça demeure un gala. Hein? C'est une drôle de bête imprévisible, un événement assez étrange dans lequel on fait l'évaluation de l'art et ça me semble un peu confus. Mais bon, c'est pas grave, hein? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on donne beaucoup d'amour à ce film et à son réalisateur, Philippe Grégoire. Philippe Grégoire détient un baccalauréat en études cinématographiques et littérature comparée à l'Université de Montréal et une maîtrise en communication de l'UQAM au profil recherche-création et médias expérimental. Il est également diplômé de l'INIS en scénarisation. Son premier long-métrage, Le bruit des moteurs, en 2021, a été récompensé du prix spécial du jury international au Festival international du film de La Roche-sur-Yon, du prix du meilleur espoir de la compétition nationale au Festival du Nouveau Cinéma et du prix de la compétition au Los Cabos International Film Festival. Voici ma discussion avec Philippe Grégoire. Salut Philippe. Salut Fred. Content de... Premièrement, merci d'être là. Et surtout, écoute, je suis enchanté. C'est la première fois qu'on se rencontre. La plupart des gens que j'ai interviewés à date, j'avais déjà eu un contact avec eux. Je pouvais déjà avoir une petite complicité. Là, la seule complicité qu'on a eue, c'est quelques échanges de messages par email. Et alors, nous voilà ensemble pour discuter de ton film, Le bruit des moteurs, mais aussi discuter de toi en général. J'ai pas mal de questions. Je m'interroge beaucoup sur toi. Puis, à titre d'exercice, avant même de commencer de te poser des questions, je me suis dit que ça serait important de dire aux auditeurs qu'on va parler de son film, Le bruit des moteurs. Il va peut-être, comme on dit, avoir quelques divulgations, des spoilers, comme on dit, du film. Alors, la première chose que je vous encourage, c'est d'aller visionner le film qui est disponible. Il est disponible en ce moment sur la plateforme en ligne du cinéma Beaubien et la plateforme en ligne du cinéma moderne. Donc, Et c'est assez facile d'accès, je veux dire, et c'est pas trop cher. On peut louer des films, puis on les a, je pense, pour 48 heures. Donc, un peu un modèle à la iTunes, où est-ce qu'on peut l'avoir. J'ai trouvé ça intéressant. Je vais te lire. Écoute, moi, je pensais à un résumé. J'essayais d'expliquer ton film à des gens, puis de le résumer, puis c'est pas facile. Et là, j'ai regardé sur Internet, puis il y avait un descriptif de IMDb que je trouvais intéressant. Je vais te le lire. Ça dit « Un jeune instructeur d'armes dans un collège de douaniers est contraint de rentrer chez lui après un scandale. Il se trouve suspecté par la police pour une série de dessins sexuellement explicites qui sévissent dans la ville. Point. » Ça, c'est celui de IMDb. Maintenant, je vais aller dans l'autre résumé que j'ai trouvé sur Cinoche.com
que je trouvais qui offre une autre piste qui est intéressante. Après avoir été formateur pour l'armement aux douanes canadiennes pendant quelques années, Alexandre perd son emploi après que son employeur l'ait diagnostiqué pour sexualité compulsive. Pour se remettre, il retourne dans son village natal, chez sa mère qui est propriétaire d'une piste de course d'accélération. Là, il fera la rencontre d'une coureuse automobile islandaise, amoureuse de la culture québécoise, mais plus particulièrement des films d'André Forcier. Par contre, les autorités viendront rapidement brouiller cette apparence de calme en mettant Alexandre sous surveillance afin de faire la lumière sur une affaire de graffiti sexuel qui sème le trouble au village. Il y a quand même plus de détails dans celle-là. Oui, c'est drôle d'entendre parce que moi, je les ai écrits, les synopsis pour le film. Hein. J'ai mes versions et j'entends le mélange de mes versions, puis un petit peu amélioré. Donc, j'aime bien la deuxième. Oui, non, mais moi, j'aimais beaucoup. En fait, j'aimais beaucoup, particulièrement la deuxième, parce que je trouvais que la première, oui, c'est cool. En même temps, elle lance. C'est un peu flou, ça va, et quand on écoute le film, ça va nous amener dans d'autres directions qu'on ne voit pas nécessairement. Celle-là, je trouvais, et même si elle a beaucoup de détails, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas qui va se dérouler dans le film. Je trouve que ça donnait un bon résumé. Alors, évidemment, je suis curieux, je suis allé lire sur le film, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai lu sur toi quelques entrevues, tout ça, dans lequel tu as parlé que, bon, c'est ton premier long-métrage, tu avais fait 3 courts-métrages auparavant. D'ailleurs, ces courts-métrages-là, j'ai eu de la difficulté à pouvoir mettre la main dessus. Y a-t-il un endroit où est-ce qu'on peut les visionner? Est-ce que tu as réussi à mettre la main dessus? Non, avec mon réalisateur, on a travaillé très fort et on était désespérés à un certain moment. On a lu les résumés, on a lu des critiques, on était allé lire un peu tout ça parce que c'était pas évident. Est-ce qu'ils sont quelque part? Non, ils sont pas disponibles. Ah, OK. Oui, quand j'ai fait ces courts-métrages-là, je voyais tous les gens à la fin de la vie du court-métrage mettaient ça disponible sur Vimeo, puis ça continuait de vivre. Et moi, j'avais vraiment le côté, non, il y a des festivals de films qui existent. J'aime ça que l'œuvre puisse exister en salle, puis qu'après, elle n'existe plus. Et même si on me le dit, mais on pourrait les voir, il y a des gens... Non, il y avait un moment pour le voir, et on ne le voit plus maintenant. Donc, je trouvais ça intéressant. Pour moi, je les ai toujours. Là. Je veux dire, tu les gardes. Je peux les partager. Mais je les ai pas rendus disponibles. Puis d'ailleurs, volontairement, là. Volontairement, oui, en me disant, parce que moi, les festivals de films, j'adore ça. J'adore que les films puissent être vus en salle. Donc, je me disais, il y a des moments, il y avait toujours quelques fois à Montréal, puis si on m'écrit directement, qu'on le demande, je fais, oui, OK, je peux l'envoyer, mais que quelqu'un soit chez lui, puis qu'il puisse le trouver facilement, non, il y avait un moment, c'était pas là. Et c'était en salle que ça se passait. Ouais, c'était ça, côté éphémère du cinéma. Ouais, côté éphémère, puis aussi un peu côté éphémère de l'effet d'un court-métrage, ça se passe vite, on l'a tout d'un coup sur nous, puis après il disparaît un peu, puis bon. Puis ça laisse quand même des impressions, des tâches, il y a quelque chose qui reste, mais qui sait plus tard, dans une rétrospective, tu garderas ça va être une petite carte spéciale, mais là, t'es jeune, on n'a pas besoin de penser à des rétrospectives en ce moment. Donc, dans le film, tu as dit quand même à quelques entrevues que c'était... Tu as voulu faire un film personnel dans lequel il y avait des éléments qui sont basés de ta personne, de ta vie, tout ça, mélangé avec passé dans le tordeur de la fiction. Et c'est sûr que le plaisir, c'est de faire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Mais tu as été agent de douane. C'est ça que j'ai cru comprendre, parce que le film se situe à Napierville, qui est à 45 minutes de voiture environ de Montréal, qui est tout près, à combien de kilomètres de la frontière, finalement, à peu près? À Napierville, je pense que c'est entre 12 et 15 kilomètres. 12 kilomètres, ce qui est rien, là. Donc, toi, tu as grandi là, tu es né là. Et tu étais agent de douane, qui était comme une job un peu, qu'on pourrait dire, qui a aidé à financer tes études. Du moins, c'est ça que j'ai cru comprendre. Je veux dire, est-ce que tu avais aimé ça, cette expérience-là? C'est bizarre à dire, mais... Je pense que, j'ai commencé à agent de douane étudiant, j'avais 19 ans. Donc, il faut être majeur pour faire ça. Oui, exactement. Il fallait avoir 18 ans. Donc, j'avais 19 ans et je suis vraiment allé en écoutant ma mère. J'ai laissé cette trace du personnage d'Alexandre qui dit moi, je travaillais, mes parents avaient un commerce dans mon village, à Napierville, il y avait une quincaillerie. Et je travaillais à la quincaillerie chez mes parents. Et moi, je me plaisais à faire le service à la clientèle, même si je n'étais pas très attiré par les outils, la peinture, les travaux. Bon, les travaux, peut-être, là, je trouve ça plaisant à faire, mais
J'étais pas très vendeur, je suis pas très vendeur, c'est pas très naturel chez moi. Et là, ma mère avait des clients, donc il y a plusieurs personnes qui habitent dans mon village, qui sont tout près de la frontière, c'est leur travail. Ils disaient, on cherche des étudiants, Philippe est au cégep, peut-être qu'il devrait appliquer. J'ai fait, ben oui, je peux appliquer, mais je savais pas c'était quoi le travail. Donc, je suis vraiment arrivé là-bas. Le premier jour, j'ai passé tous les examens, j'ai réussi les entrevues. Et à un moment donné, je suis arrivé là-bas, comme le personnage le dit, et je me suis assis avec quelqu'un à côté de moi que je connaissais. Je disais, hey, qu'est-ce qu'on vient faire ici comme travail? Puis elle m'avait dit, on va être agent de douane. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire comme agent de douane? Tu sais, je me suis dit, on met pas des gens comme moi, j'espère, aux frontières, en train de poser des questions. Elle dit, oui, exactement, tu vas faire les vérifications des déclarations, puis les fouilles des véhicules. Puis j'avais dit, ah non, non, c'est vraiment pas pour moi. Faut que je m'en aille. Je m'excuse, je peux pas faire ce travail-là. Et ce que j'ai appris, la première chose, là, à 19 ans, c'est qu'au bout de, je pense, c'était 20 jours de formation, j'étais dans une guérite à poser des questions, à faire des vérifications. Et j'étais surpris, complètement surpris, qu'on avait réussi à me former à faire quelque chose que moi, à la base, je me voyais pas du tout faire. Je me pensais incapable de faire et j'étais capable de suivre les indications qu'on m'avait données. Donc, il y a une partie de ça que j'ai mis dans le film. L'entraînement, si on peut dire ainsi, là, qu'on voit, qui est très amusant. Honnêtement, je regardais ça, ce moment-là, puis le film va dans une autre direction par après, là, c'est au tout début du film. Je m'étais dit, c'est comme il y a un matériel, puis je veux dire, c'est pas nécessairement ça, mais il y a eu un matériel pour faire une série, un sitcom juste sur cet univers-là. Je veux dire, même les personnages, les personnages secondaires là, qui sont présentés, j'ai trouvé riche par leur silence, par leur un peu inquiétude à regarder la situation, comment on est supposé d'agir, puis ça me faisait tellement rire. Puis c'est fou parce que le film commence comme ça, puis après on va ailleurs. Mais donc tu as fait ça un certain temps, tu dis pendant le cégep, mais tu as étudié où au cégep pour aller en cinéma? Ah, je n'étais même pas au cégep en cinéma. Je pensais pas au départ étudier en cinéma. Okay. Ça, c'est parce que, bon, ma sœur est très jeune, elle faisait beaucoup de dessins. Et moi, j'avais une artiste à la maison. Je savais exactement qu'est-ce que c'était d'être artiste. Et moi, je me suis dit, bon, on a une artiste dans la famille, elle respire ça, elle vit, ça transpire à travers elle. Et moi, je ferais autre chose. Et bon, je regardais des films. Qui est ta sœur qui est plus grande que toi. Qui est plus vieille que moi, c'est ça. qui a 21 mois de plus que moi. Elle faisait du dessin, donc de la bande dessinée qui l'intéressait beaucoup. Et donc, comme elle, je lisais les bandes dessinées, je regardais le cinéma, j'aimais ça. Mais, bon, je faisais du théâtre à l'école, mais je me considérais pas quelqu'un qui touchait à l'art. Et éventuellement, je suis allé aux études sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Et je suis arrivé, c'est vers l'université que j'ai fait, OK, j'aimerais ça étudier dans quelque chose parce que je commençais à m'en aller un peu n'importe où. J'ai même fait une année au HEC. Et au mois d'octobre, j'avais annoncé à mon ami qui était là, que j'avais rencontré, j'avais dit « Hey, je finirai pas les études ici, ça n'a aucun sens. » Donc si c'est quelqu'un qui écoute, qui se pose des questions dans sa vie, qui après un mois se dit qu'il n'est pas au bon endroit, ça va pas s'améliorer. Non, ça va pas s'améliorer. Puis là, au cégep, qu'est-ce que tu avais fait? C'est genre sciences humaines ou littérature? OK, sciences humaines, comme plein de gens. Moi, je l'ai fait aussi. C'est un cours assez ouvert qui te permet de toucher à toutes sortes de programmes. Puis là, tu avais fait HEC, juste en général, l'espèce de programme de gestion ou de... La première année, c'est le bac en administration. J'étais là, j'étais atterri là, sans vraiment savoir, parce que, OK, il y a le fait aussi que je suis allé étudier au cégep de Saint-Lambert dans le but d'apprendre l'anglais. Je venais de mon village de Napierville, où il y avait des gens à Hemingford qui parlaient anglais, mais j'avais pas la chance de le pratiquer. Donc, je m'étais dit, moi, je pourrais aller en même temps de faire mes études, apprendre l'anglais. Et après ça, donc, je m'étais mis à me perdre un peu mes intérêts, mes goûts. Et c'est là que je suis atterri. Je me suis dit, bon, ben moi, ce que j'aime, c'est le théâtre à ce moment-là. Je pensais aller... au départ, j'aurais pensé aimer être acteur, je pense, à un moment. Comédien, ah oui. Ouais. Puis après ça, je l'ai fait, peut-être la mise en scène, j'aimerais plus ça, parce que je suis allé à l'Université de Montréal, puis je faisais des pièces de théâtre parascolaires dans le théâtre de l'Université de Montréal. Puis là, je me disais, OK, peut-être la mise en scène. Puis après ça, je me suis dit, non, ça va être l'écriture du théâtre que je vais aimer. Donc, je pensais vraiment aller. Et à travers ça, j'ai fait des études cinématographiques et littérature comparée parce que c'était des sujets que j'aimais sans me dire que j'allais nécessairement faire ça. Non, vraiment pas. Moi, j'aimais bien la théorie, j'aimais beaucoup étudier, j'aimais ça, regarder des films, puis comprendre, puis j'avais pas besoin, je trouvais aussi que de dire je vais faire du cinéma, je trouvais que c'était trop difficile. C'est une grosse phrase aussi, là. C'est une phrase lourde, là. Ben, c'est tellement de boulot, c'est juste dire je vais faire du cinéma, tu vas faire du cinéma. Ouais. Tu dans quoi tu t'embarques, le financement, tout ça, c'est tellement compliqué, là. Mais toi, donc, t'étais plus admiratif du truc, t'étudiais, t'étais heureux d'étudier ces sujets-là,
Puis ça nourrissait justement ton imagination, puis un paquet de trucs, là. Oui, puis je me disais, en suivant mes intérêts, je vais atterrir à un endroit qui va suivre un cours, puis qui va m'amener à quelque chose d'intéressant. Puis, donc, je pensais aller vers le théâtre à ce moment-là, et donc, à la fin de mes études de cinéma de théorie, j'avais commencé à filmer avec une caméra, à commencer à faire du montage par moi-même, à faire des petits cours pour apprendre comment ça marchait. Là, je commençais à impliquer des amis, OK, on va être un peu plus nombreux. Et soudainement, je commençais à voir que, OK, je commence à faire de plus en plus de projets, je commence à essayer de les envoyer dans des festivals de films. Et là, je m'étais dit, bon, il faudrait peut-être que j'aille chercher un peu de formation là-dedans. Je suis allé en recherche-création à l'UQAM à la maîtrise pour commencer encore à apprendre. Après ça, je suis allé à l'INIS en scénarisation parce que je m'étais rendu compte à faire mes courts-métrages que j'aimais beaucoup. J'aime travailler en amont, j'aime beaucoup écrire, j'aime tout ce qui se fait au départ, prendre les idées de départ, l'idée de l'entonnoir. Moi, j'aime ça partir avec la feuille blanche où tout est possible. Donc, j'aime vraiment ce moment. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, mais je vais écrire des films. Et je me rendais compte, il faudrait que je les réalise aussi parce que c'est compliqué de faire du cinéma. Et j'ai fait des courts-métrages. Et là, jusqu'à me rendre, bon, il y a des parties, on se rend au bruit des moteurs, mais c'est vraiment petit à petit, sans me mettre la pression de dire, je vais être cinéaste et je vais oser. J'aurais pas eu cette confiance-là. Mais pour se rendre à faire ton film, puis justement, là, t'as dû faire un paquet de petits métiers entre-temps pour justement survivre un peu dans ce milieu-là, ou t'as fait, comme je vais dire, des jobs de cinéma, genre des contrats, d'aller filmer des trucs, réaliser des trucs, ou... J'en ai fait un peu, là, mais à peine, parce que j'ai pas beaucoup aimé ça. Puis en fait, ce qui est arrivé et qui a peut-être aussi retardé mon travail, j'étais sur un premier long métrage, j'étais assistant de production, comme tout le monde fait, c'est normal. Et l'ambiance de travail avait été très difficile. À la mi-tournage, il y avait la moitié de l'équipe qui avait été congédiée, remplacée. Et moi, j'étais sorti de cette expérience-là très amère à me dire, OK, c'est ça le milieu du cinéma, c'est des gens avec des gros égos qui vont se battre les uns les autres, ils vont pas travailler ensemble, vont s'opposer. Et donc, ça avait vraiment fait... je pense que j'avais 20 ans, ou 19 ou 20 ans quand ça s'est arrivé. Je m'étais dit... Non, j'avais pas 19, 20 ans, j'avais 20 ans. Et je m'étais dit, moi, non, la théorie, ça va être bien pour moi. Donc, je m'en suis assez éloigné et j'étais pas attiré tant que ça par les objectifs, les caméras, ça c'est venu plus tard. Puis quand tu dis c'est ça, la théorie, ça veut dire après, est-ce que c'était genre, tu dis, je pourrais être critique, je pourrais écrire sur le cinéma, c'était plus ça peut-être ton chemin que tu pensais prendre? Critique, je crois pas. Je me suis jamais vu critique, même encore aujourd'hui. Je suis critique pour moi, mais de partager ma critique, c'est autre chose. Je trouve, je veux dire, j'aime lire la critique, j'aime parler avec les critiques, mais moi, de le faire, je pense pas que j'aurais été à l'aise. Je pense que faire de la recherche sur des auteurs, des autrices de manière assez précise, approfondie, j'aurais aimé ça. Mais comme je dis aussi, à un moment, je pensais vraiment aller écrire pour le théâtre. Même à l'INIS, je me souviens d'être à l'INIS en scénarisation de cinéma, puis de me dire, hey, je pense que je vais aller faire l'École nationale de théâtre en écriture. J'avais envie d'écrire des dialogues, des personnages. J'avais vraiment cette envie-là. C'est quelque chose qui te tenterait encore aujourd'hui? J'ai beaucoup développé. J'adore le cinéma. Oui, mais c'est encore cette espèce de passion des mots, de faire justement du beau dialogue. Le théâtre oblige, là, avec la mise en scène, en tout cas, les endroits qui sont plus limités, puis il faut avoir beaucoup d'idées, mais ça peut toujours être un chemin qui, un jour, pourrait être intéressant. Je sais pas, parce que tu as l'air intéressé encore par ça, là. Oui, je sais pas, peut-être. En ce moment, je dirais plus, c'est comme quelqu'un m'avait demandé dernièrement, « Hey Philippe, est-ce que tu pourrais écrire des chansons? » Et j'avais dit... C'est assez dur de faire du cinéma. Je me bats au meilleur de mes capacités. Si je me mets à penser que je suis capable, en plus d'écrire des chansons, je vais écrire des navets. T'as-tu déjà essayé? J'ai jamais essayé. Essaye-le. C'est horrible. Moi, c'est une de mes pires expériences. J'ai jamais vécu. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu de la chanson québécoise, puis qui m'ont dit, gars, essaye, tu te donnes un thème, tu dévites ça, tu te fais un petit lexique, tu fais rimer. Écoute, j'écris 2 lignes, puis j'ai envie un peu de vomir parce que c'est comme genre gênant, puis je pourrais pas imaginer de dire ces mots-là devant des gens, mais il y en a qui réussissent, hein. C'est un espèce de truc de vocabulaire. Même les meilleurs qui font les meilleures chansons ici se sont pété la gueule à quelques reprises, puis c'est tout un...
C'est tout un format qu'il faut maîtriser en écoute. C'est un peu comme toi aussi, c'est comme le cinéma, il faut que tu en écoutes. Tu en écoutes beaucoup, puis un jour, tu commences à comprendre un peu certaines formules qui sont efficaces émotivement, puis en tout cas, c'est émotionnellement. Là. Mais c'est des... Moi, non, écoute, c'est très drôle. Ben, c'est un peu comme... Moi, c'est en musique, les gens me disent « Ah, tu joues du violon. Ah, ben, tu dois écrire de la musique. » Non, j'en écris pas, j'interprète. Ah, mais oui, mais tu pourrais essayer. Non, 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 non. C'est pas... Chacun son boulot, là. C'est un peu... Mais hey, revenons quand même aux douanes, parce que dans le film, on est dans les débuts du port d'armes à feu, puis il y a tout cet entraînement-là. Mais toi, tu l'as-tu connu, ce début-là? Parce que c'est arrivé en... C'est quoi, 2010? C'était-tu à peu près ça? En fait, c'était une promesse électorale de 2006 à Stephen Harper. 2006, oui. Mais le temps que ce soit mis au pouvoir... ça a été quand même plus long que ça. Là. Je sais que c'était mis en place, c'est 2010-2012, okay. Je pense jusqu'à 2015, je pourrais plus dire maintenant, là, mais je pense que jusqu'à 2015. Donc, tu as eu un fusil. Moi, j'ai eu la formation complète et je veux dire, oui, moi, cette formation-là qu'on voit, puis quand j'ai écrit le film, je me suis dit, mais il faut que j'écrive sur quelque chose que je connais bien. Et d'ailleurs, les agents qu'on voit répéter, c'est des vrais agents de douane avec qui j'ai travaillé. Pour vrai? Oui, okay. je les ai, à part ceux qui sont au début, qui parlent à la caméra, ce sont des acteurs et actrices, mais les agents qu'on voit répéter, moi, j'ai travaillé avec eux, puis quand j'ai écrit le film, je me suis dit, qui va accepter de venir tourner avec moi puis qui vont pas refuser puis ça va être gratuit, ben ça va être mes collègues que je connais, je vais les appeler. Mais est-ce qu'ils ont le droit même de faire ça? Je me suis posé la question légalement. Oui, dans la mesure, là, c'était toutes les questions. Là, et eux, c'est parce que je leur ai même demandé à venir habiller avec vos costumes de douane. On n'a pas de costume. Et donc, je leur ai dit, enlevez vos écussons sur vos épaules. On va vous mettre d'autres écussons. Et à partir de là, en tout cas, je pense pas qu'il y ait un conflit d'intérêts. Ils sont juste en train de représenter des agents de douane. Dans un film dans lequel ils sont en train de acter comme des agents de douane. Non, mais je me suis demandé, parce que c'est quand même une tâche assez importante, justement, de frontières de deux pays. Peut-être qu'il y avait comme une espèce de serment que tu lis qui fait que tu n'as pas le droit de... Je sais pas, non? En même temps, regarde, vous l'avez fait, le film, vous avez eu... Non, mais par exemple, on m'a déjà dit, d'ailleurs, le premier assistant à la réalisation, Yannick Divito, était vraiment content qu'on avait des vrais agents de douane. On m'a souvent dit qu'il y a beaucoup de policiers et des gens de l'armée qui sont justement acteurs. C'est des gens avec des horaires, parfois avec des temps libres. Et sont acteurs sur des vrais tournages parce que les équipes de réalisation aiment avoir les gens qui sont déjà formés avec les vrais mouvements. Et il y a un naturel qui lui me disait, l'assistant réalisateur, il dit qu'il y a un naturel justement que parfois les acteurs essaient de recréer, mais qui est peut-être pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui l'a beaucoup pratiqué dans des vraies situations. Wow, OK. Donc, ce qu'on voit au début, c'est quand même vrai. Donc, OK, j'aime ça. C'est cool. Écoute, on va parler aussi, on va parler du film parce qu'il y a un aspect du film qui est très présent et qui est omniprésent, puis c'est la sexualité qui est là. Et écoute, moi j'ai ma version des trucs en le regardant. J'étais curieux de savoir c'était quoi tes intentions en arrière de ça. Je te dirai après ce que moi j'ai essayé d'évaluer dans tout ça parce que c'est présenté c'est une vision très étroite qu'on a aussi de la sexualité dans laquelle c'est dans un gouvernement, je pourrais dire, de droite, justement, qui essaie de contrôler un peu les gens. Et c'est fait avec beaucoup d'humour aussi, avec la directrice qui va donner les lignes de conduite au personnage, à Alexandre. Et au début, on dit, OK, c'était souligné comme ça. Après, il y a les incidents de dessin sexuel. Donc, finalement, la sexualité devient comme... et partout. C'était quoi que tu voulais faire avec ça? Bon, au départ, il y a la directrice qui parle des événements qui est arrivé suite avec l'autre jeune femme. Et pour moi, il y avait le côté de comment est-ce que la sexualité pourrait être traitée dans la bureaucratie. Comment est-ce que ça pourrait partir d'un petit élément qu'on pourrait dire « Ah, le problème, il est à cet endroit. » Eh bien non, il y a un effet boule de neige. Le problème, il est juste à côté. Pour moi, la bureaucratie amenait souvent ce côté-là qui je trouvais assez surprenant, assez drôle, qu'on ne pouvait pas nécessairement voir, mais qui venait toujours nous surprendre. La sexualité aussi, pourquoi? Parce que j'avais vu un film, je pense c'est un peu avant d'écrire le film, j'avais vu un film dans un festival de films où on commençait
C'est un film international, puis je me souviens pas du nom, je me souviens pas du film, mais je me souviens que le film commençait avec une relation sexuelle où on voyait l'homme et la femme baiser solidement, puis là, mais je sentais que le réalisateur voulait nous montrer de la sexualité, regardez les corps, j'ai pas peur, et je vais vous montrer ça pour vous choquer. Puis moi, j'étais un peu, c'est lourd de vouloir encore utiliser la sexualité de cette façon-là, donc moi, je vais montrer qu'il y a des gens qui s'offensent encore à des dessins à caractère sexuel, et on devrait pas, mais le personnage d'Alexandre fait l'erreur de pas se méfier de ces changements qui ont eu lieu dans son village, parce que lui était parti, et là, il y a eu des changements politiques qui ont été mis en place. Et des changements politiques, puis qu'on peut faire un mini rapprochement quand même avec le MeToo qui est de nos années, là, vraiment, qu'on vit en ce moment. Moi, quand je regardais ça, je me disais, ultimement, je me disais, c'est-tu une réponse à essayer de trouver comment on peut être sur un pied d'égalité? Il y a des nouveaux règlements sexuels qui ont été approchés dans la société au Québec ou du moins au Canada, je sais pas trop, dans le cas présent. Moi, tout le long que je regardais ça, je trouvais que c'était des... j'avais une impression en regardant ton film que c'était un film du futur, qu'on était comme dans un film de science-fiction, mais rapproché. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu, mais je vais faire un parallèle, tu sais que Stéphane Lafleur il avait fait le film En terrain connu, qui est un film de science-fiction, avec 100 décors, dans lequel il y a un homme du futur qui vient dire ça. Là, on parle pas de futur, mais tu sais, même les deux policiers, leurs chemises, comment ils sont habillés, justement, cette espèce de rapport de règlement sexuel qui n'existe pas ici aujourd'hui, aussi direct. Et il y a d'autres aspects aussi dans lesquels je trouvais qu'on était un peu dans un nouveau Québec avec des règlements qu'on connaît pas. Moi, j'avais une impression de ça. Peut-être que je me cours complètement, mais bon. J'avais pas l'impression d'écrire sur le futur. J'avais quasiment, pour moi, c'est, comme je dis, suivre la ligne, la bureaucratie, oui, d'avoir des policiers qui étaient vraiment très rudes, très durs, puis une mentalité qui est un peu dépassée. Mais pour moi, je veux dire, j'avais l'impression d'avoir vécu des choses à la douane. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit aux agents de douane qui étaient pour moi surréalistes. Que je disais, on va dire ça aux gens, oui, c'est ça la directive, et ça peut faire aucun sens, mais fallait le faire. Je pense que oui, au niveau de la loi, c'est pas toujours la logique qui l'emporte. Et je me suis dit, moi, je crois que ce genre de situation un peu loufoque pourrait quasiment arriver. Mais là, si tu as des situations loufoques, tu parles, tu dois avoir quand même ton lot d'histoires de douane avec des situations qui n'avaient aucun sens. Des gens qui ont essayé de traverser. Est-ce que tu as même déjà sorti ton fusil pour dire, OK, on sort de la voiture ou des trucs comme ça? Non, moi, j'ai plus à un moment donné fait... J'ai failli comme détacher ma ceinture, dire comme, OK, moi, je m'en vais d'ici. Parce que c'était trop. Là, j'étais là comme ça me tente plus. Je veux dire, là, je trouvais que la situation elle pouvait devenir un peu n'importe quoi. Puis là, il y avait trop de tension. Puis je me suis dit, hey, qu'est-ce que ça ferait si à un certain moment, je partais? Je veux juste dire comme, hey, je trouve que là, on s'en va dans une mauvaise direction. Je m'en vais. Je me rappelle d'un moment comme ça. Mais sinon, je veux dire, je pense que la loi on doit, je veux dire, je pense, c'est comme dans le sport, là, un arbitre qui doit par moment comme trancher la ligne et prendre position, sachant que c'est la limite. Je me sentais souvent comme ça et je me disais, et en même temps, je veux dire, je me rappelle, il y avait toute la question de dire... Hey, moi je suis l'arbitre, mais si je peux faire dire comme ça me dérange pas. Je sais pas, le fameux argument de dire hey, quelqu'un qui voudrait qu'il y ait une bouteille d'alcool non déclarée, cette personne-là, on peut toujours le laisser passer. On peut dire vous devez apprendre. Mais il y a comme un moment donné qu'il faut que tu te dises mais je suis payé pour dire non à cette personne-là. Aujourd'hui, il va falloir que je dise non. Il va falloir la laisser. Il va falloir la retourner. Fait qu'il y avait tout le temps des espèces d'aspects comme ça, un peu. Bon, c'est banal, mais à un moment donné, ça pèse lourd là, dans ces petits moments-là où tu dis comme. Mais les gens peignent pas trop les nerfs après les douaniers, non? Moi, je suis encore terrifié. Même si j'ai rien fait de mal, chaque fois que j'arrive à la douane, je suis stressé comme jamais. On dirait que je me dis, il va trouver quelque chose que j'avais pas réfléchi, réellement, là, par pure stupidité. Non, je savais pas que j'avais pas le droit de faire ça. Puis
Moi, ma blonde, à chaque fois qu'on traverse pour aller au Vermont, on est super stressé. C'est plus fort que nous autres pour. Je sais pas, puis je sais, OK, on a les passeports, OK, on va. OK, tout le monde, on parle pas silence, OK, avec mes enfants. Je sais pas, c'est toujours un stress, mais il doit en avoir par contre aussi qui s'en contrefichent, là. Ben, je veux dire, moi, ce que j'ai vécu, c'est un peu comme le personnage d'Alexandre. Ce que je voulais mettre dans le personnage d'Alexandre, un peu son arrogance, c'est que moi, à 19 ans, moi, j'avais peur de la douane, mais à 19 ans, j'étais de l'autre côté de la clôture et j'ai pu faire, OK, c'est comme ça que ça se passe, OK, c'est comme ça qu'on argumente, OK, et j'ai pu voir l'autre côté, et ça m'a comme mis en confiance à 19 ans par rapport à toutes les formes d'autorité. Et moi, je pouvais me faire arrêter et la police pouvait me dire, bon, vous vouliez trop vite, et je la challengeais à 19 ans. Et vraiment quelque chose que jamais j'aurais pu penser, mais à cause que j'ai appris ces codes-là, ça m'a donné une confiance aveugle et naïve par rapport à l'autorité. L'autorité, c'est pas parce que moi j'étais là, hey, je connais mes droits, là, vous ferez pas ça, vous avez pas le droit de faire ça, et je vais me défendre. Mais en même temps, c'est eux qui ont le pistolet, c'est eux qui ont le bâton, puis s'ils veulent frapper, ils peuvent le faire. Ben c'est ça, tu vas avoir eu le coup en arrière de la tête. Donc, moi, il y avait vraiment tu sais, ça m'est arrivé par moments de me sentir un peu trop fort par rapport à l'autorité, puis ça m'a un peu pété dans la face. Bon, pas de manière dangereuse, mais j'avais une confiance qui probablement que les gens ont jamais eu à 19 ans. Mais quand même, t'as connu... c'était éducatif, on pourrait dire ainsi, là, d'avoir ça. Tes courts-métrages et ton premier long-métrage, le film Le bruit des moteurs, ont été les deux tournés à Napierville. Donc, tu as un attachement assez gros à cet endroit. Dans le film, il y a un moment où est-ce que tu amènes la jeune... Je ne suis pas capable de dire son nom au complet. La jeune Islandaise qui... c'est quoi son nom? Adèle Björk. Adèle Björk. Avec qui le personnage fait la visite et explique, le village. Le moment que je trouve un peu, pas patriotique, mais un moment de réflexion sur le Québec. C'est le moment politique aussi du film, je trouve. Il y a quand même il y a un angle politique dans le film qu'on va discuter d'ailleurs dans un instant. Mais quand Napierville, c'est sûr qu'il y a ton attachement de la famille. Il y a encore des membres de la famille là-bas pour toi? Oui, mes parents sont là. Sont encore là? Oui. OK. Et pourtant, le personnage dans le film ne vend pas si bien sa salade par rapport à sa ville natale. Contrairement à toi qui es fier d'aller tourner là-bas, le personnage principal, lui, il est comme, les terres sont comme ça, il se passe pas grand-chose, il y a telle usine, c'est pas très beau. Puis il faut que ce soit l'Islandaise qui est là pour vanter les mérites de l'endroit qui, elle, est en visite. Il y a le moment de l'histoire, c'est quand tu parles des patriotes puis qu'elle tire de la langue là-dessus, on va dire « c'est plate ». C'était quoi? Est-ce que ce moment-là, c'est un moment, un sentiment que toi, tu as eu comme personne dans ta vie à se dire à un moment donné, faut que je m'en aille de Napierville, ça n'a pas de bon sens. Et là, maintenant, ça a changé. C'est allé dans un autre sens, je sais pas. J'ai beaucoup d'amis, je pense, qui ont vécu ça. Des amis, même à l'université, qui venaient pas de Napierville. Je sentais... Là, le village. Le village, de sentir l'attrait pour Montréal. Moi, j'étais très près de Montréal quand même. Je pouvais venir quand je voulais à Montréal. Et j'avais même une tante qui habite ici. Donc, je connaissais Montréal et c'était mon endroit d'attache qui n'était pas si loin. J'ai pas senti le désir tant que ça de devoir aller à Montréal. Pour moi, ça s'est fait de manière très naturelle. Je le désirais pas. Pour moi, tout était là. Je pouvais y avoir accès. Il y avait vraiment le côté que je sentais par contre que quand je revenais, il y avait peut-être une partie de moi que j'étais en train de perdre. Je sais pas, j'étais attaché. J'avais comme un besoin de filiation. Dans le film, mes deux grands-parents avaient des terres agricoles et 2 générations plus tard, il n'y en avait plus. Et ma soeur me dit, mes parents avaient un commerce et il n'y a plus de commerce dans la famille. J'avais toujours un peu discuté à dire, mais pourquoi est-ce qu'on reconstruit toujours notre maison? Je trouvais ça dur et ma soeur, elle me disait, mais pourquoi tu reviens toujours là-dessus? Tu cherches de l'attachement à quelque chose qui n'a pas besoin d'être, qui n'a pas besoin d'aller là. Et donc, mon village, je me suis dit, je pense qu'un peu plus jeune, j'avais vu les Chickenswell qui parlaient de Victo avec ce plaisir. Puis c'est à l'endroit aussi où ils ont tourné les 3 saisons des Chickenswell, c'était à Victo. Ben, c'est ça. Donc, c'est dire que tu peux faire encore des belles choses dans des coins qu'on voit moins souvent.
c'est sûr. Et moi, je me disais, ben exactement, je me suis dit, ben, Napierville a droit d'exister, a droit à sa place. Et je pense que c'est venu avec des cousins, que mes cousins étaient de Napierville, et qu'à chaque fois, on voyait quelque chose qui passait aux nouvelles à Napierville, quoi, on s'en parlait. Napierville était aux nouvelles, il s'est passé quelque chose. Et il y avait comme une joke qui passait à la télé, on se l'envoyait. Regardez tel lien par email. Donc, tout ça a fait, hey, faut que ça existe, notre village, nous autres aussi. Et moi, je me suis dit, ben, il n'y aura personne pour jamais filmer à cet endroit-là. Donc, si moi, je le fais pas, personne ne va le faire. Donc, je vais le faire. OK. Et oui, et d'ailleurs, donc, sur le film, j'essayais de me dire, ben, qui sont les gens que je peux impliquer de mon village. Celui qui a fait l'affiche du film, c'est mon ami Alex Leduc, avec qui, bon, aussi, qui a fait toute la sérigraphie pour le générique d'introduction, le générique de fin. Qui est très cool d'ailleurs. Et Alex, c'est un ami de Napierville que j'ai connu au primaire. J'ai joué au hockey avec lui. Et on a tourné chez un de mes amis qui a une ferme, qui est agriculteur. On a tourné chez lui. Donc, tout ça, pour moi, c'est important, un espèce de partage entre les deux. J'ai besoin d'amener ça. Puis c'est des lieux que j'ai envie de filmer. Même si ça fait plus de 10 ans que j'habite à Montréal, j'ai envie de toujours filmer mon village. Et cette piste de course-là, et le bruit des moteurs, littéralement, le bruit des moteurs, t'as-tu vraiment un attachement à ce bruit-là? Pour moi, c'est plus un traumatisme. Ah oui? Ouais, ben, c'est parce que... Moi, Dans le film, je le vois pas comme ça, moi, par contre. Ouais, non, mais c'est un traumatisme dans le sens que moi, je me retrouve ailleurs, je me retrouve dans un autre pays et j'entends un bruit des moteurs, je me retourne et je pense à Napierville, je fais, ah, on est chez moi. Mais tu sais, je veux dire, c'est ancré là, dans moi, là, je suis pris avec ça là, parce que le dimanche, il y avait les grosses courses et même si j'étais au village, j'entendais, là, je fais, ah oui, aujourd'hui, il y a des jet cars qui sont venus à Napierville, donc je les entendais au loin. Okay. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y a un sentiment, ben c'est mon village, il est fait comme ça, il y a cette particularité-là. Et oui, le personnage d'Alexandre est très dur envers son village, mais moi, c'est parce que, justement, je voulais montrer... Ouais. Mais il est dur, mais il change au fur et à mesure aussi, tout au long du film. Puis justement, ben là, encore une fois, on va vendre un punch, mais tu sais, le personnage se retrouve à un certain moment en Islande, où il se retrouve sur une terre, justement, limitée par le territoire de l'eau, dans lequel il se promène, puis il va expérimenter les limites du territoire, toucher à ces limites-là, les contempler, puis pour finalement se retrouver dans un coin où est-ce que justement il y a un bruit de moteur, puis il décide de se fermer les yeux, puis juste en se fermant les yeux, il se retrouve chez lui, peu importe où est-ce qu'il s'est tué. Ce qui est très joli, ce qui est très beau, en fait, c'est une super belle image, mais c'est quand même, moi ce que je trouve, c'est quand même le choc de se dire que le bruit du moteur, qui est un bruit qu'on pourrait classé capitaliste un peu quelque part, même à limite américain, étant donné que c'est le bruit de la grosse machine, mais que ce bruit-là t'amène dans une autre sphère. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais t'es-tu sensible au bruit en général? Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense que c'est ce que j'ai de la difficulté. Moi, j'aimerais habiter en campagne. Si je pouvais, là, j'habiterais loin, il n'y aurait pas de bruit, je serais super bien. Ah ouais, ok. Oui, okay, mais je suis à Montréal et les bruits, je me rends compte que je peux me coucher le soir. C'est pas ma vie qui a été difficile, c'est les bruits que j'ai entendus toute la journée. Je pense que, oui, ça affecte tout le monde. Oui, non, ben ça affecte tout le monde, mais ça. Puis, tu sais, moi, ça me fait toujours rire parce qu'il y a un projet, il y a un théoricien qui s'appelle Murray Schafer, que c'est un compositeur que j'ai joué, il est ontarien, il a écrit un livre qui s'appelle Le paysage sonore, dans lequel c'est un des premiers qui parlait des soundscapes, dans lequel il a fait une espèce de banque sonore de plein de bruits qui ont existé, qui n'existent plus, puis tu peux tout aller consulter digitalement, mettons, le bruit de telle usine, le bruit de telle... Et puis là, il enregistrait tous ces bruits-là, parce qu'il trouvait ça fascinant, comme cette sorte de pollution sonore dans laquelle on évolue, puis essayer de les graver pour les garder, pour qu'on s'en souvienne. Lui, il était extrêmement sensible à ça. Moi, je pense que j'aime bien le bruit, je sais pas. Moi, je dors toujours avec... je fais des actions, je dors toujours avec du bruit, constamment, pour camoufler de ça, on dirait que c'est quelque chose qui est rassurant. Moi, je me suis dit, check, mais si Philippe Grégoire, il n'est pas un consommateur de ASMR dans la vie pour calmer. T'aimes-tu ça, les ASMR? Non, j'ai pas besoin de... T'as pas besoin de ça? Non, je sens vraiment pas, non. Ouais, au contraire, toi, c'est ça, c'est le vide. Toi, t'as t'as besoin de rien du tout pour que ça se passe bien, là. Ouais. Écoute, cette chère comédienne, d'où vient-elle? Je sais, elle est islandaise, elle parle un français magnifique. Avec une couleur d'accent. Est-ce qu'elle joue dans d'autres choses ici ou c'est... Moi, c'est la première fois que je la voyais au cinéma. Comment on a trouvé cette actrice? Mais elle vient d'ici? Non, elle est islandaise.
Elle est vraiment islandaise. Elle est OK, vraiment OK, OK. islandaise. Ouais, c'est... Ben, moi, j'avais écrit le scénario en me disant ça sera probablement une actrice d'ici qui va jouer Ben oui, ce souvent, personnage. c'est ça, ouais. Et là, le producteur, il m'a dit, Andrew, il a dit va falloir trouver une actrice islandaise, Philippe. Et là, j'ai dit, ah ouais. Puis là, il m'a dit, oui, il faudrait trouver. Puis là, avec Francis Quentin, une agence de casting, moi aussi, je me suis mis sur Facebook, les groupes islandais, OK. pour dire. Puis là, j'ai auditionné environ, je pense, peut-être un peu moins de 10 là, OK. actrices islandaises qui parlaient français, qui avaient à peu près les caractéristiques du personnage. Wow. Et oui, et Tanya Bjork, pour moi, la partie qui a fait en sorte que pour moi, c'était elle qui pouvait jouer le personnage d'Ala Bjork, c'est sa voix, parce que je faisais en audition, je faisais lire cette partie du CD où on l'entend parler. Et là, je me suis dit, mais exactement, c'est le moment, c'est cette voix-là qu'on pourrait entendre sur le CD. Et pour cette raison-là, je pensais que c'était elle qui pouvait jouer le rôle. Wow, simple comme ça. Puis elle est venue ici pour la première fois, je présume. Oui, et même, je devais lui dire, c'est un micro-budget, là, c'est le budget talent vu, donc je lui disais, tu vas dormir dans la chambre de ma soeur chez mes parents. Ça sera pas glamour. Puis à ce moment-là, elle était à Los Angeles, parce qu'elle avait allée suivre des cours de théâtre, formation d'acting à Los Angeles. Elle est venue au tournage, je pense pas longtemps après, elle est retournée en Islande pour maintenant continuer sa carrière d'actrice là-bas. OK. Ouais. Elle est venue chercher un peu de matériel en Amérique là, pour s'inspirer. Ouais. Mais elle est magnifique. Elle est parfaite pour le rôle. Là. Mais peut-être venir, pourquoi l'Islande? Pourquoi tu es allé là dans ce choix-là dans le scénario? Ouais, je m'intéressais beaucoup à... ça venait des festivals de films où j'allais en festival, puis je rencontrais des réalisateurs, réalisatrices un peu partout dans le monde, puis en échangeant avec eux, je me rendais compte qu'ils me posaient des questions comment c'est faire du cinéma au Canada, puis je leur demandais comment c'est faire du cinéma en Autriche, je me rendais compte les difficultés qu'on pouvait avoir à différents endroits et tout, et les positions ce qui avait été mis en place selon notre pays, et les choix qui avaient été faits de manière politique pour que le cinéma puisse exister à certains endroits. Et ça me faisait... tout ça, ça me faisait cheminer sur mon identité en leur posant des questions. Et je me rendais compte que moi-même, je grandissais, ou en tout cas, je réfléchissais à notre situation au Québec. Et je m'étais dit, moi, j'aimerais ça qu'Alexandre, justement, il y a une rencontre fortuite, comme un peu une espèce une fée, un fantôme ou quoi, qui vient le voir, lui parler, pour le faire cheminer. Et ce personnage-là va venir d'ailleurs, mais avec la même passion, c'est-à-dire le même bruit des moteurs, les voitures, de venir d'ailleurs. Ça, je voulais amener ça. Et j'ai été invité dans un festival à Reykjavik. Donc, je suis allé là-bas, puis j'ai regardé. Puis là, j'avais cette idée-là de filmer ma piste de course. Je savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire, mais j'étais là, j'ai jamais filmé à la piste de course de mon village. Il faudrait que j'y aille. Et là, j'ai regardé. Il y avait une piste de course en banlieue de Reykjavik, à Hafnarfjörður. Et là, je me suis présenté là-bas. Je leur ai dit, si je veux venir filmer un jour, je peux-tu? J'ai vu justement une piste d'accélération comme à mon village, le quart de mille. J'étais assez surpris. J'étais là, hey, en Islande, ils font venir les Camaro, les Mustangs, ils font venir ça ici. Hey, c'est compliqué là, pour faire de la course, ça coûtait super cher, mais ils étaient passionnés, puis ils m'ont dit oui, viens quand tu veux. Là, j'ai dit OK, comment ça fonctionne, qui je dois convaincre, à qui je dois parler. Ils m'ont dit c'est moi, on est un club, viens quand tu veux. Là, j'ai dit OK, donc c'est possible. Et là, je me disais, mais est-ce que l'Islande est le bon choix? Et l'Islande, je m'étais dit qu'en les voyant là-bas, on m'avait j'avais rencontré un peu les Islandais, je discutais avec eux, et il y avait la situation que les Québécois, on se sent toujours petits en Amérique du Nord. J'ai l'impression par rapport aux gens qui parlent anglais, par rapport aux Américains, aux Canadiens. Et je m'étais dit, ce serait intéressant d'avoir un groupe encore plus petit, qui ont leur culture locale, qui ont leur langue et qui n'ont pas vraiment peur de l'anglais ou de cette domination. Non. Je me suis dit, on va avoir un échange qui pourrait être intéressant dans le film. Puis tu as eu un coup de cœur donc pour l'Islande? Je veux dire, quand on arrive en Islande, c'est débarquer dans des paysages complètement différents, complètement nouveaux. Donc, je me dis, amener une caméra ici, ça m'intéresse. Ça m'intéresse clairement à les filmer. Puis quand j'écris le scénario, puis je me dis, on va aller en Islande, c'est intéressant. Vous êtes parti d'une petite équipe pour aller là-bas pour ces scènes, combien de temps? On a filmé 4 jours. 4 jours, On était, je pense, 5 ou 6, parce qu'il y avait donc Robert, l'acteur principal. Il y avait Andrew, le producteur qui faisait le son. Moi, j'étais là. Sean Palvin, directeur photo. Il y avait la maquilleuse, parce que Robert, il est le visage... il est magané. Là. C'est ça. Et donc, Tania Guarnacci. Et il y avait... Donc, mes parents sont venus pour me donner un coup de main.
Oh yeah! Oui, non, faut mettre la famille, là. Ma mère... Y a-tu un effort familial, genre les parents ils ont amené de la nourriture pour le monde sur le tournage, des affaires de même? Ben oui, il y a un grand effort de ma famille. Sérieux? Oui, c'est... premièrement, moi, je leur ai dit, hey, on va filmer dans votre maison. Hein, il va falloir que... Wow, attends. Ouais. Les scènes de maison, ouais. C'est dans ta maison? C'est dans la maison de mes parents. La chambre d'Alexandre, c'est... Parce que quand on est dans le sous-sol, où est-ce qu'on essaie de trouver un CD player? Ça, c'est... Ouais, ça, ma mère voudrait pas que je le dise, mais c'est le bout de mon père, c'est son garage, où il y a toutes ces choses perdues dans le sous-sol. Et donc, ça, ensuite, la chambre d'Alexandre, c'est ma chambre où j'ai grandi. Okay. On a repeint, on a placé ça, c'est drôle, ce moment-là. Ça, là, avec les photos, puis tout, puis qu'Alexandre, il est plus capable de voir ça, puis qu'il pogne les nerfs. Ça, j'ai ri, là. Mais c'est pas... OK, donc c'est vraiment... OK, c'est pur et dur. Donc, pendant le tournage, tes parents sont allés vivre où? Ils étaient là, mais c'était quand même, je pense, pas toujours facile pour eux. Mais mes parents, ils disaient, Philippe, faut qu'il fasse un film. Il veut faire un film. On va l'aider. Ma mère a cuisiné pour toute l'équipe de tournage pendant tout le tournage. Oui, je leur ai dit, on a besoin de vous. On va être là. Donc, ça, c'était important. Ils nous ont suivis en Islande. Wow! Ouais. Wow! OK. Bon, donc, ce que je comprends, hein, c'est que tes parents ont toujours méga soutenu ton choix d'aller étudier en cinéma puis de faire des films. Là. Oui, non, c'est ça. Moi, je veux dire, mes parents étaient vraiment sans aucun problème à ce que je choisisse. Est-ce que ma sœur est en dessin animé? Est-ce que elle a fait ça encore? Non, elle étudie en dessin animé, mais elle a toujours eu sa passion, la bande dessinée. Ma sœur, elle a un podcast, je pourrais dire, La vie secrète des geekettes. Qui existe. Attends, on va l'annoncer, La vie secrète des geekettes? Oui, ma sœur est sur ce podcast. Et son nom est? Fanny Grégoire. Fanny Grégoire, parfait. On la salue, on ira voir ça. Salut Fanny. Et donc, oui, on a toujours eu la liberté. Moi, quand j'ai commencé tranquillement à aller en théorie du cinéma et littérature, mes parents m'ont dit, oui, aucun problème. Ils n'ont pas eu une inquiétude, ils n'ont pas dit, mais là, tu sais, tu pourras pas faire vraiment ta vie là-dedans. Hein? Non, j'ai vraiment, j'étais très chanceux de ce côté-là. Mais là, écoute, ça m'amène à parler de André Forcier parce qu'il y a une petite entrevue, un petit 2 minutes que tu peux trouver à Radio-Canada, en tout cas, sur YouTube, tu peux le trouver si tu le regardes. C'est Frédéric Corbet qui fait qui demande à André Forcier, il dit « Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes de la relève en cinéma, qui veulent poursuivre des études en cinéma? » Il digne de lui, là, je pense qu'il a un cigare dans la bouche, puis tout ça, puis il fait « si vos parents essaient de vous empêcher d'aller étudier en cinéma, cassez-leur la gueule. » Il dit ça, c'est tout. Puis le Corbet d'entrevue, merci beaucoup, merci beaucoup pour cet entretien. Un moment digne de lui, là. Il dit, il faut que personne vous empêche de faire du cinéma. Bon, André Forcier, grosse citation là-dedans. Tu parles de lui, c'est quelque part une déclaration un peu d'amour envers ce réalisateur-là. Oui ou non, ou je sais pas. J'aurais pas mis un cinéaste dans mon film que j'aime pas. Ou non, je sais, ou c'était juste un mini clin d'œil, mais ça avait l'air... Écoute, parce que je pense que à un moment donné, il est question de le film préféré d'Alexandre, de Forcier, puis c'est Kalamazoo, c'est tout ça, je pense? Il parle de Kalamazoo, un film sur lequel il a fait un travail à l'université, ouais. Ça, Kalamazoo. Ouais. Et là, moi, je vois ça, je connais pas... ce film-là de Forcier, tout ça, je l'ai pris en note. C'est sur ma liste de trucs à regarder parce que je l'ai pas vu. Moi, tous les films de Forcier, je connais rien que ceux qui ont été faits à partir que j'avais 7-8 ans. Là, puis ce qui sortait au cinéma, les films d'avant, j'ai rien regardé, mais je sais qu'il y en a beaucoup, là, quand même un gros catalogue. Donc tu lances cet hommage-là dans le film. Instinctivement, je me suis dit, est-ce que Forcier est au courant? À un moment donné, le producteur me disait, il faudrait lui en parler. Oui. Moi, je me suis dit, oui, mais ça va se faire naturellement, je pense, ou quoi. Puis non, en ce moment, j'ai pas pris le temps de... T'as pas pris le pouls là-dessus? Non, je lui ai pas écrit. Je me suis dit, je sais pas, je crois qu'à un moment donné, on va se croiser, puis je pourrais l'écouter. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire là-dessus? Parce que moi, il y a quand même aussi un côté... Jean-Marc Roy a fait un documentaire sur André Forcier. Je l'ai jamais vu, là, mais je pense aussi avec André Forcier. Bon, je sais pas. Donc, il y a vraiment
quand même, au Québec, c'est un auteur important, puis il y Oui. a des gens qui revendiquent sa place, puis moi, j'ai peut-être pas fait tout le cheminement que certains ont pu faire sur son œuvre. Moi, je connais bien André Forcier, je connais bien son travail, mais je trouvais que c'est un cinéaste qui a une liberté dans son cinéma que moi, quand j'ai découvert, puis c'est à l'université seulement que j'ai découvert son travail, je pense pas que j'avais vu Au clair de la lune avant ça. Mais donc, ça m'a vraiment montré qu'il y en a des possibilités ici. Aie pas peur, les limites, elles sont larges. Ça m'avait donné, je m'étais dit, ouais, on peut faire ça ici au Québec. Il y en a qui l'ont fait avant nous, puis on peut continuer. Puis ce que j'avais vraiment aimé, puis ce qui était plaisant pour moi, puis ce que je voulais intégrer dans le personnage d'Adèle Björk, pour moi, c'est l'écriture des dialogues d'André Forcier. C'est plaisant à écouter, c'est vraiment, vraiment doux. Puis je voulais quelqu'un qui apprend le français. Quand je m'étais posé cette question-là de qui cette personne-là pourrait aimer le français, je me suis dit, c'est évident qu'au Québec, ce serait André Forcier. Pour moi, c'était vraiment de cette idée, de la réflexion de d'où elle allait venir, comment elle allait se faire son lien avec le Québec, avec un cinéaste ou une cinéaste québécoise ou québécois, mais c'était André Forcier. Pour moi, c'est une évidence. Une évidence. Peu dur. Ouais. André Forcier, au fond, qui était initié à l'université pour toi, c'était plus ça? Ou c'était découvert par erreur de parcours un peu? Non, c'est vraiment à l'université que j'ai vu beaucoup de ses œuvres, puis Kalamazoo, juste pour dire, je pense qu'il est seulement en VHS. Non, mais là, ils viennent de le ressortir, je pense, sur iTunes. Non. Ouais, Ah attends, ouais, regarde, ok. je vais aller voir tout de suite, parce que j'ai fait des petites recherches où... parce qu'ils sont pas faciles à trouver nécessairement. Tous les films, comme tu dis, c'est VHS... mais non, moi, j'avais l'intention, je l'ai mis... Attends une seconde, pendant qu'on parle. Mais donc toi, t'as découvert... Moi, écoute, André Forcier, moi, quand je l'ai découvert, c'était... toi, Apple TV, 2,99$. Okay. Bon, je vais pouvoir ouais, tu vas pouvoir le regarder. André Forcier numérique. Ouais, non, mais je pense qu'il y a eu un travail où c'est peut-être par... c'est qui, donc, la gang Éléphant, c'est ça, qui sont en train de restaurer, de remettre des films québécois... ce qui est une bonne chose. Il y a plein de films qui disparaissent tranquillement. Mais non, moi, c'était une histoire inventée. Tu te souviens sûrement de ce film-là? Je pense que c'était une histoire inventée. C'était en 88, 89, un truc comme ça. Puis c'était Jean Lapointe, je crois, qui jouait là-dedans. Puis, écoute... au cinéma Joliette, qu'il y avait eu il y avait l'affiche qui était là, puis l'affiche était super belle. C'était en 90, ça, j'avais 10 ans. L'affiche était magnifique. Moi, chez nous, Jean Lapointe, c'était... un petit bruit, pas grave. Jean Lapointe, c'était les vinyles de mon père, les chansons douces, chante-la ta chanson, c'est Jean Lapointe gentil. Puis là, on était allé voir, je me souviens plus quel film, puis il y avait la bande-annonce d'une histoire inventée. Puis là, tu voyais Jean Lapointe sous trash qui gueule après le monde. Je me souviens que j'avais été légèrement traumatisé de toute l'image que j'imaginais de cet homme-là avait été complètement brouillée. Puis j'ai pas voulu voir ce film-là pendant longtemps. Puis là, bon, par après, je l'ai regardé. Puis c'est un magnifique film, là. Mais sur le coup, c'était comme confrontant. Puis il est capable aussi de confronter quand même Forcier dans ses films, de t'amener dans des univers que t'es pas nécessairement à l'aise, là. Mais là, toi, cinéma, est-ce qu'il y a un cinéma à Napierville? T'allais-tu au cinéma là-bas? Non, il n'y a pas de cinéma à Napierville. D'ailleurs, c'est peut-être une partie sur laquelle je vais travailler pour mon prochain film, ça. Parce qu'il y avait un ciné-palais qui s'appelait à Napierville. Ciné-palais? Ouais, c'était un jeu de mots, je sais pas quoi. Ciné-palais, ça s'appelait. Et, c'était quoi un ciné-palais? C'était un cinéma, je pense qu'il y avait une salle. Okay. Et à un moment donné, il a passé au feu. Et le ciné-palais était... je sais pas ce qui est arrivé après. On m'a dit où est-ce qu'il était. Et moi, mon père avait comme acheté un endroit, un terrain. Il a construit la maison. Puis en dessous de la maison, il y avait notre première quincaillerie à mes parents. Et j'apprenais plus tard que c'était construit sur le cimetière du ciné-palais. Okay. Donc, je suis né des émanations du ciné-palais. Je me suis dit... Parce que tu l'as pas connu, ce ciné-palais-là. T'as pas été capable d'y aller. Okay. Non, je suis jamais allé. Donc, moi, j'avais pas de cinéma à Napierville. Okay. C'est vraiment, je veux dire, quand j'entends les gens être nostalgiques là, de courir au club vidéo en espérant que la cassette n'est pas louée, là, je veux dire, j'ai des souvenirs de ça avec ma sœur, d'espérer. T'as quel âge encore? Moi, j'ai 39. T'as 39, ok, on est dans les mêmes temps. Ouais. Alors, oui, toi aussi, t'as connu tout le truc du club vidéo, réservé, appeler pour réserver,
rembobiner la bobine, comment on dit. Ouais. OK, donc c'est plus des souvenirs. Donc, le cinéma, tu le vivais plus à Montréal, donc quand tu venais visiter, puis le club vidéo a eu une importance. Oui, oui, puis je sais, tu sais, je veux dire quand même, tout à l'heure on parlait de l'eau chaude, l'eau frette. Non, pas l'eau chaude, l'eau frette, je pensais à Au clair de la lune. Au clair de Puis la Au lune, clair ouais. de la lune, c'est un film qui, je pense, qui a toujours passé à Télé-Québec, puis je pense qu'il passe encore à Télé-Québec. Je Ça pense se peut. qu'on peut l'attraper, tu sais. Fait que moi, j'ai tellement de souvenirs d'avoir attrapé des films comme ça, puis entre autres Au clair de la lune à Ah, mais à Télé-Québec. Télé-Québec, il y en avait, c'était assez fou. Il y a eu une époque où est-ce que c'était incroyable, les films qui sortaient. Mon père, chez nous, on avait, on en a encore une collection. Tu sais, c'était comme il y avait la bibliothèque pour les livres, puis il y avait la bibliothèque à films. Puis tu sais, c'était à l'époque où on avait des cassettes qui pouvaient remplir jusqu'à 8 heures, je pense, de contenu. Là. Puis là, ils mettaient film par-dessus film, par-dessus film, puis il y avait un petit catalogue à la main, ils mettaient une étiquette. Là, nous autres, t'as connu ça toi aussi un peu? J'ai fait ça, là. Ah, t'as Ouais, fait ça. ouais. Ouais, on a tous fait des copies illégales. Tu sais, j'ai fait ça aussi avec Ah. deux. Ouais, j'en ai des copies de je faisais des VHS, c'est comme tu dis, tiré à 8 heures, là. Ah, je Ouais. sais, c'était incroyable, ça. Ouais. Ça, c'est... Ah non, Le pire, c'est que j'en parle, puis quand tu y penses, c'était tellement compliqué, mais j'ai une certaine nostalgie de ça. C'était quand même tellement précieux, là. Juste l'idée d'avoir le film, puis là, j'ai la copie, puis je vais me faire une copie, puis là, après, tu l'as, puis t'avais des amis à regarder, puis là, tu regarderais ça aujourd'hui en termes de définition. T'as encore du VHS chez toi? Oui, oui, j'en ai encore. Puis exactement, c'est ce que je me dis. Mais j'ai un ami qui me disait il y a pas longtemps, il y a 2 ans, il enregistrait des films sur des VHS. Puis je disais, ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il y a 2 ans? Oui, oui. Je lui disais, Quelqu'un de notre âge, là. oui, oui, il enregistrait sur des VHS. Puis je disais, mais arrête là, de faire ça. Il disait, ah, mais c'est ça qui est, je pense, chez ses parents ou quoi. Puis il y avait des VHS. Puis il écoutait des films en VHS. Puis je disais, mais non, arrête. Fait que oui, oui, encore. C'est surprenant. Le VHS survit, semble-t-il. Ah ouais, c'est comme la petite cassette aussi là, pour la musique là, qui est en train de venir. Là, le film va bien. Le film a quand même, on peut dire, pogné dans un sens que, tu sais, il y a eu la COVID et tout le tralala. Puis bon, maintenant, le film est présent. Il avait été tourné en 2018-19, je crois. C'est un peu Ouais, un exactement. petit peu entre les deux. Ouais. Puis là, maintenant, il est encore en salle. On peut se le procurer. C'est quoi les prochains projets? C'est sur quoi tu planes en ce moment? Parce que là, je présume, bon, le film a été tourné, il a été monté. Oh, d'ailleurs, note importante, montage, Kirill Dubé, qui s'il nous écoute, bravo. Il est excellent, Kirill, là-dessus. Puis j'ai appris d'ailleurs que Kirill a fait le montage aussi pour tes autres courts-métrages. Donc, finalement, c'est toujours un peu les mêmes équipes que tu essaies de t'entourer dans tes trucs? Oui, il y en a plusieurs. Au montage sonore et mixage sonore, Julien Clanché, c'est un ami de la maîtrise avec qui Aussi? j'ai OK. étudié. On a fait plusieurs projets. La musique, la composition, c'est Joël Aimé Beauchamp. Oui. Je veux dire, Andrew, il avait déjà produit des films auparavant. Mais Kirill fait un super boulot là-dessus. Le montage est super efficace. Donc oui, qu'est-ce qui t'attend en ce moment? Es-tu en écriture? Y a-tu un projet déjà qui est entamé? J'ai commencé à faire de la recherche parce que OK. j'ai commencé à faire de la recherche puis à écrire un peu. Mais moi, quand est arrivée la sortie en septembre à San Sebastian, je croyais que hey, ça va être cool, je vais faire la sortie, tout est organisé, j'ai travaillé très fort pour faire le lancement. Et après ça, peut-être en novembre, je vais pouvoir retourner et me mettre à écrire. Mais là, les festivals sont arrivés. Et là, Finalement. Oui, Donc, exactement. Puis là, moi, je m'étais toujours dit, si on peut aller en festival, c'est important que les gens accompagnent, les cinéastes accompagnent leurs films. Moi, j'ai beaucoup appris dans les festivals de films à rencontrer, à écouter les discussions avec les cinéastes. Donc moi, c'est à mon tour de donner. Donc je me suis mis 150% disponible pour être là, rencontrer les gens. Et depuis ce temps-là, j'ai pas beaucoup arrêté. Je pars au moins toutes les 3 semaines. Puis là, je pars ce soir. Je m'en vais en France. Je m'en vais après ça en Turquie, à Istanbul. Après ça, je m'en vais en Autriche, à Vienne. Après ça, je reviens. En mai, je vais être en Californie. Puis après ça... Puis tout ça, pour que les gens comprennent les festivals, c'est ça. C'est que tu vas là-bas, ton film est joué, il y a de la discussion, souvent il y a des tables rondes, il y a toutes sortes de... Puis là, tu te fais des connexions pour l'avenir aussi, mais aussi tu t'inspires de parler de tous les voyages que tu fais. Il y a droit des idées qui jaillissent. Tu vas toujours avoir ton calepin avec ton crayon qui traîne quelque part. Ben, c'est vraiment de voir, justement, là, j'ai la chance de parler avec... Ben, ça, c'est pour les bons moments, les meilleurs moments, c'est quand je suis assis avec les autres réalisateurs et réalisatrices, puis on commence à discuter un peu, comment est-ce qu'ils font les films, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est fait leur film dans leur pays, puis tu sais, c'est différent, là, complètement d'un endroit à l'autre, d'échanger, puis eux, qu'est-ce qu'ils ont entendu du cinéma québécois, puis moi, qu'est-ce que j'ai entendu du cinéma... Je pense que la plupart des gens, puis même les gens du Québec, connaissent la réalité de faire du cinéma au Québec
et la réalité américaine, qui est comme toute une affaire complètement. Mais c'est vrai qu'en Europe, on ne sait pas nécessairement l'économie de ça, comment ça fonctionne nécessairement. Tu dirais-tu qu'on l'a facile ici par rapport à d'autres ou c'est encore ambivalent un peu? Facile, je ne sais pas si on l'a facile. Je pense que... Non, mais moi, je pense qu'on l'a pas facile. Mais ça, c'est mon point de vue que je suis ici. Je regarde mes amis qui travaillent fort. C'est comme de bruit de moteur, combien de temps tu as réussi? Combien de temps ça t'a pris pour pouvoir le mettre sur pied, ce film-là? En termes écriture, financement, tout ça, combien d'années? Ben, je veux dire, j'ai écouté Sarah Fortin, le podcast que vous avez fait ensemble, puis je veux dire, moi, de mon côté, j'avais pas la notoriété que Sarah elle a, donc je savais que je pouvais pas aller faire une demande qui allait s'approcher d'1 million de dollars. Moi, j'ai même pensé à faire le film avec une bourse des conseils des arts. Je m'étais dit, on va faire le film avec 20 000 dollars. Moi, quand je l'ai écrit, le scénario, c'est ce que je me disais. 20 000? Oui, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pensé, la chambre, ça va être la chambre chez mes parents. Le sous-sol, ça va être le sous-sol chez mes parents. C'est pour ça que j'ai vraiment, qu'est-ce qui est proche de moi? Les agents de douane, je les connais, ils vont venir. Donc, j'ai vraiment pensé le film de manière très artisanale en me disant, je pourrais pas avoir beaucoup d'argent. Donc, quand j'avais aidé Kinam Leduc pour faire la production d'une Oscillation qu'on avait faite avec 2 bourses des conseils des arts, et moi, je l'avais fait pour apprendre, pour me préparer à faire un long métrage avec probablement, comme je dis, le 20-30 000 $. Je m'étais préparé à ça. Et là, j'avais vu entre-temps qu'il y avait le programme Talent en vue de Téléfilm Canada avec 125 000 $. On pouvait faire un film. Et c'est là que je suis allé là-dessus. Et ça, c'est un programme qui est quand même fait beaucoup plus accéléré. Oui. Et j'ai pu faire les demandes, puis à l'intérieur d'1 an, le financement était fait, puis on tournait. Puis même à ça, je veux dire, c'est quand même pas beaucoup d'argent. Je veux dire, par rapport à d'autres productions, même de cinéma indépendant qu'on connaît ici et là, qu'on regarde, je veux dire, c'est quand même peu. Mais c'est ça. Donc, quel autre pays tu trouves qu'il y a une situation plus compliqué, je dirais, qu'ici pour faire des films? Parce qu'après avoir fait tant de festivals, il doit y en avoir quelques places que tu dis « Oh, ça je voudrais peut-être pas aller faire des trucs là-bas. » Mais je sais pas, il y a des pays qu'on se dirait ça doit être difficile de faire des films, mais quand ils réussissent à faire un film, ben ils ont une place, ces films-là, parce que, tu sais, je rencontrais dernièrement un réalisateur de Tunisie, puis je me disais, hey, je ne connais pas le cinéma de la Tunisie. Donc, lui, il me fait une proposition que je peux voir, et à partir de là, je suis très curieux par rapport à son offre parce que je le connais pas. Donc, lui, il a vraiment des difficultés à réussir à faire un film parce que c'est peut-être difficile à en faire, mais en même temps, s'il réussit, s'il est très déterminé, il va avoir une curiosité envers son œuvre. Donc, je pense que c'est des défis différents. Nous, de notre côté, on est chanceux au Québec. On a une histoire derrière nous. Le cinéma québécois a été mis en place depuis longtemps. Donc, si on travaille fort, on devrait pouvoir faire des films. Ceci dit, on est quand même nombreux à faire des films au Québec et de se détacher du lot, c'est difficile. Il y en a beaucoup de très, très bons. Donc, la compétition est forte. Ouais. Mais là, donc, tu me dis qu'en ce moment, tu n'as pas trop d'idées précises sur ton film, à part ton film de Poltergeist du cinéma sur lequel la maison a été construite, peut-être. Ouais, ça, c'est un détail. Je veux dire que ça pourrait ne vraiment pas être dans le film, puis je te disais, oui, c'est très possible. Non, il y a d'autres thématiques que je développe qui sont plus importantes que ça. Là, j'ai vraiment dit quelque chose un peu random. Non, mais je trouve qu'à la limite, il y a quelque chose de pas pire là-dedans aussi qui pourrait se faire. Mais bon, mais sinon, non, t'as rien annoncé en avance, tu gardes ça dans... Ben, c'est la raison pour laquelle j'annoncerai à l'avance, parce que je pourrais annoncer quelque chose, je pourrais dire un synopsis en ce moment, puis quelqu'un pourrait voir le film dans quelques années, faire mais attends, il n'y a rien qui est lié, donc c'est un peu pour ça, j'ai l'impression de mentir. Tu fais bien. Non. J'ai l'impression... Ouais, mais c'est ça. Non, c'est bien, ouais, c'est puis... un beau mensonge, c'est bien de mentir des fois, ouais. un petit peu. All right, écoute, et là, ça va être l'heure de la prescription. OK, on y va. Philippe, c'est à toi. Lance-moi ça. Donc, mes propositions, la prescription, sont vraiment liées à des artistes qui
m'inspirent ou peut-être qu'ils sont liés. Quand je regarde le travail que j'ai fait avec le bruit des moteurs, mais ça c'est lié à ça. Donc j'ai commencé avec le réalisateur, je commence avec un film, je me dis je vais aller avec le cinéma. Mais non, c'est bon. C'est ce que je connais bien. Bigan, le réalisateur chinois, avec son film Kylie Blues de 2015. C'est un film qui avait été présenté à Locarno dans la section cinéaste du présent, qui avait gagné le prix du meilleur réalisateur avec ce film. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce film, c'est parce que il est originaire de Kaili, qui est une petite ville ouvrière un peu pauvre en Chine, dans le sud de la Chine, dans la province de Guizhou. Et donc, à travers le film, c'est un film qui dure... attendez, je l'ai, je pense ici. Non, je n'allais pas la durée. Oui, 113 minutes. C'est un film de 113 minutes et à un certain moment, on arrive dans l'histoire. Bon, je ne raconterai pas l'histoire, mais on arrive à un moment où on sent que il y a un plan séquence qui se met en place. C'est un plan séquence d'une durée d'environ 40 minutes. Et c'est un film qui est fait avec 4 500 $ au début qu'il avait emprunté à sa mère et donc qui est allé filmer à Kylie, sa petite ville importante pour lui. Et on sent dans ce plan séquence où on embarque sur un scooter, on suit les gens et après ça, on débarque du scooter, on suit d'autres personnes. Il nous fait un peu visiter tout son endroit de Kylie. Et moi, j'ai vu ce film-là, je pense, en 2019 pour la première fois. Et je me suis dit, tu sais, j'avais ce même désir de vouloir parler de mon petit endroit. Et lui le fait d'une manière tellement poétique et belle et maîtrisée dans ce film-là qui, comme je pensais, il ne devait pas avoir beaucoup d'attentes. Lui, il disait, comme j'ai fait un petit film à 5 000 $, mais il y a une maîtrise là-dedans. C'est beau. Donc, je dirais aux gens, tu sais, préférablement, c'est un film à voir en salle, mais non, sinon, c'est pas possible. En ce moment, ce sera pas possible. C'est clairement, ce sera pas possible, mais il y a ça, et il a fait un film après ça, Long Day's Journey into Night, en 2000, je crois que c'est 18 ou 19... 2018, et il y a un plan séquence de 59 minutes en 3D, donc les gens au cinéma qui était en 3D, les gens au cinéma regardaient le film, à un certain moment devaient mettre leurs lunettes 3D pour regarder ça, et ça avait été présenté à un certain regard, et donc c'est vraiment un réalisateur. En ce moment il y a 32 ans, je suis allé lire, il tourne son prochain film cet été, donc pour Cannes 2023 on aurait des chances de voir son prochain film. Moi je trouvais que c'est une œuvre personnelle, touchante, il y a un échange avec les gens de son endroit. J'ai vraiment adoré ça. Et même hier, je regardais encore des images, j'étais là comme, mon Dieu, que c'est bon ce film-là. Redis-moi encore le nom, s'il te plaît. Le nom Bigan, c'est B-I-espace-G-A-N, le réalisateur, et Kylie Blues 2015. OK. Wow. Excellent. Merci. Moi, je vais te parler d'un artiste qui s'appelle David Cho. Je sais pas si tu connais David Cho. Non. David Cho, c'est H-O-E. Et écoute, ça c'est une histoire complètement débile, ça mérite ce mot-là. David Cho, qui est un gars qui faisait des arts de graffiti dans les rues de Los Angeles, américain et coréen. Et donc, il fait ses trucs bien humblement. Et un jour, il y avait une certaine popularité au début des années 2000. Et Mark Zuckerberg de Facebook lui demande écoute, on voudrait te commander une œuvre dans le hall d'entrée. On vient d'acheter nos quartiers généraux. On veut que tu fasses une grande œuvre comme ça. Les gens ils rentrent, ils voient ça, quelque chose street, style, machin. Il fait OK, parfait, je le fais. Et là, au moment du paiement, au moment de payer Cho, il dit écoute, ça fait 2 jours maintenant, on est à la bourse. Et on peut te payer cash, mais si tu veux, on peut te donner des actions en place. Donc, il fait OK. Il dit pour l'équivalent de combien serait le montant qu'on t'a eu, on va te le donner en actions. Puis là, les actions de Facebook étaient très, 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 très basses à l'époque. Mais il fait je prends des actions, même si je ne suis pas trop certain de comprendre c'est quoi des actions. Et 3 ans plus tard, il y a 200 millions de dollars dans son compte en banque. Et là, la dérape commence. La dépendance sexuelle, la dépendance au jeu, l'alcool, la drogue, toutes les déviances que tu peux imaginer que ce gars-là a vécu. On se retrouve plus tard où est-ce que là, il essaie de tamper avec ça. Et il décide de faire une télésérie qui s'appelle The Cho Show, dans laquelle il invite des gens un peu cassés comme lui, du milieu artistique, de toutes sortes d'horizons. Il y a 5 épisodes seulement, ça dure 20 minutes, et pendant l'épisode, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait le portrait de cette personne-là en discutant avec la personne. J'ai jamais vu un montage comme ça pour une émission de télévision. Il y a tellement d'imagination, c'est coloré, ça va dans tous les sens, c'est étourdissant par moment. Par moment, on se sent
pas super bien. Moi, j'ai jamais vu quelque chose à la télévision de cette sorte-là. Premier épisode, son premier invité, c'est une porn star qui invite, avec qui il avait déjà fait un podcast apparemment pendant des années et qui s'est retiré du milieu de la pornographie. Parce qu'elle a une famille qui s'en vient, puis il y a toutes des discussions sur ça. C'est toujours des gens edgy qui viennent. C'est original. J'ai jamais vu un truc comme ça. Il y a seulement 5 épisodes parce que je crois qu'il l'a autoproduit, il a tout fait ça tout seul. Ça a été présenté sur Fox. C'est disponible sur iTunes. Et en même temps, aller faire un petit clin d'œil, aller voir les œuvres de David Cho. C'est très beau ce qu'il fait. Et en plus, il fait de la musique. Il fait toutes sortes de trucs. Vraiment un artiste intéressant. Donc, de Cho Show. Je peux pas. C'est un de mes trucs préférés de la dernière année. Puis souvent, je vais revisiter ces épisodes-là parce que je trouve ça magnifique. Donc, voilà. Merci. Pas de trouble. OK, je vais continuer. Je vais aller vers la bande dessinée parce que il y a des moments, j'en lisais beaucoup. En ce moment, j'ai moins la chance. Et là, je vais aller avec quelque chose de très connu. C'est L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Donc, Riyad Sattouf, BDiste, né en 78. Et en lisant, je savais même pas, il a fait 2 films, Riyad Sattouf. Non, ça, je sais pas, par contre. Il a fait un premier film qui était présenté à la quinzaine en 2009, Les Beaux Gosses. Ça a été bien reçu parce qu'il avait gagné le César du meilleur premier film. OK. Et après ça, il a fait Jackie au Royaume des filles. J'ai pas vu non plus, mais ça donne envie. Plus grosse production, mais ça avait moins bien tourné. Ça l'a amené à faire L'Arabe du futur. Bon, moi, j'avais lu le premier tome en 2020. On est rendu à 6 tomes. Le 6e tome, c'est le final qui va sortir cette année en 2022. Donc, ça parle vraiment de lui, son histoire personnelle, qui a grandi avec un père syrien, une mère française. Il a grandi en Libye au départ, après ça en Syrie. Donc, comment est-ce que lui a grandi entre ces deux cultures-là, en bougeant d'un endroit à l'autre, en retournant en France par moment avec sa mère, mais vraiment plutôt que d'un point de vue d'être en train de dénoter comment les choses sont faites, c'est plus un enfant qui évolue là-dedans, donc l'enfant est toujours en état d'apprentissage, donc c'est vraiment très plaisant, on sent pas un jugement, on sent plus comme un partage d'un moment, et c'est vraiment une belle lecture, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça, et là, moi je suis en retard, j'ai pas lu le 4 et 5, je vais lire ça prochainement. Ouais, mais tu te les gardes de côté, là, il faut savourer ça. Moi, c'est toujours un peu une bande dessinée, quand je termine, je suis toujours comme un peu triste, là. Ça se lit quand même assez vite, mais faut les savourer, hein. Faut y aller doucement, là. Sinon, c'est écoute, super, je savais même pas qu'il y avait un nouveau tome qui allait sortir, ça, c'est très cool. OK, cool. Moi, je vais aller avec un disque. On va aller dans la musique. Culture Reject, qui avait été sorti en 2008. Donc, ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. Et tout ça, c'est Michael O'Connell, qui vient de Niagara. Il vient d'Ontario. C'est un travailleur social qui avait un certain talent pour la musique. Puis, il a gossé un peu son petit band tout seul. Et il a décidé de faire ce disque-là qui s'appelle Culture Reject. Depuis ce temps-là, il en a fait quelques autres. Ce premier-là, qui est éponyme, qui est vraiment le nom de son projet. On est entre Andy Schaaf, que j'aime beaucoup, Talking Heads, Broken Social Scene. Puis il y en a beaucoup de critiques qui se plaisent à dire que ça pourrait facilement... le disque au complet pourrait être dans un film de Wes Anderson, tellement que ça marche et que ça va aussi dans plein de directions émotives. Il y a une belle voix, il y a des beaux textes, c'est un peu mélo, mais c'est... Puis la première chanson du disque, et ça s'appelle Inside the Cinema, qui parle un peu de l'excitation qu'on a lorsqu'on met les pieds dans un cinéma, puis toutes les romances, toutes ces histoires qu'on peut vivre, non seulement de face à l'écran, mais aussi face à l'expérience d'être avec quelqu'un avec qui on partage cette expérience-là. Et c'est une pièce, ouais, c'est ça s'appelle Inside the Cinema, je trouvais ça très joli. Donc, The Culture Reject, qui est disponible évidemment partout sur toutes les plateformes que vous écoutez de la musique. C'est vraiment zéro connu. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu jouer, ça fait un bout là, qui roule, c'était en 2018, il était au Quai des Brumes, puis on était peut-être 5-6 personnes dans la salle, il n'y avait personne, là, c'était pas très connu, mais des fois, hein, ces petits bijoux-là, puis il y a une carrière assez modeste en Ontario, puis dans le reste du Canada, et étrangement, il pogne en France. Alors, des fois, on peut pas calculer nos succès, mais ouais, moi j'aime beaucoup. Alors voilà. Et t'en avais une dernière pour nous?
Oui, j'y vais avec un podcast qui est aussi un podcast très, très connu. C'est Cole Kushner et leur podcast Dissect. OK. Dissect, qui est un podcast que j'ai... Bon, pourquoi je veux parler de ce podcast-là? C'est parce que c'est très précis. On va disséquer les pièces de hip-hop populaires de manière très précise. Et moi, je trouve que dans l'art, aller dans le détail, en cinéma, on a souvent l'impression que c'est it's all about the big picture, mais non, à un moment donné, on peut y aller. Il y aura des gens pour voir les petits moments précis. Et donc, dans Dissect, ce que fait Cole Kushner, c'est qu'il prend des albums que lui il adore. Il prend, entre autres, Tyler, the Creator, Flower Boy, il prend Kendrick Lamar, il l'a fait 2 fois. Puis à chaque saison, il introduit, bon, ben cette saison-ci, ce sera, on va dire, Flower Boy de Tyler, the Creator. Et je vais faire un épisode par épisode. Je vais faire je vais m'attarder à une pièce. Et il va s'attarder justement à la composition de la pièce, mais aussi les arrangements musicaux, mais il va s'attarder aux paroles, en lien aussi dans la sphère publique de l'artiste et en lien avec son œuvre. Donc, c'est Puis vraiment... les citations aussi, souvent, les citations faites à l'intérieur par les drops de musique qui sont utilisés. Oui, oui. Puis donc, ça, c'est exactement, ça devient très précis. C'est fou. Et moi, de voir qu'on peut disséquer l'œuvre d'artiste comme ça, puis de se dire qu'il n'y a pas de hasard dans la création. On peut vraiment se prendre la tête, puis le faire, puis ça vaut la peine. Donc moi, je suis totalement pour... Puis même une fois, il a fait quelque chose d'intéressant avec ce concept-là à l'émission. Ils ont fait une reconstruction, je ne sais pas si vous avez vu, de Beastie Boys, où ils reprenaient une pièce, je ne me souviens même plus laquelle, mais ils refaisaient à l'envers. Ils partaient avec les éléments de base, puis ils mettaient les couches une après l'autre. Mais ça fait... C'était invité sur un autre podcast. Faudrait que je te le retrouve, je te l'enverrai. Okay. C'est super intéressant aussi de construire, déconstruire, puis d'essayer de comprendre les éléments qui sont à l'intérieur. Surtout, c'est la grosse richesse de cette révolution hip-hop, si on peut dire ainsi, là, parce qu'on est dedans, là. Mais toutes les subtilités de chaque artiste, tu disais Tyler, the Creator, ça c'en est un, entre autres, qui est tellement le fun à écouter pour ces raisons-là. Mais donc, t'es un peu hip-hop dans la vie? Ouais, c'est ça ton style? Ouais, j'adore ça. Je veux dire, oui, Tyler, j'étais allé le voir à Worcester pour Flower Boy, qui est justement sur la côte est américaine, parce qu'à ce moment-là, il pensait pas de venir à Montréal, puis il était venu finalement pas longtemps. Ouais, moi, je suis allé. Moi, je l'ai vu à Montréal. Avec Vince Staples, hein, je pense. Donc, il était venu à Montréal quelques mois plus tard. Intense. Ça, c'est le show dans ma vie que je suis allé voir, puis j'étais super excité. J'ai amené des gens qui connaissaient zéro ça. Puis on s'était mis au milieu de la salle dès la première tourne. On était allé se placer en arrière parce que ça brassait ben trop. Mais c'était super le fun. C'était une belle soirée. Puis bon, tu sais, évidemment, il y a tout... il y avait pas juste lui, il y avait aussi quelques amis de Odd Future qui étaient présents sur scène. Bon, c'était comme, je te dirais, la moitié de Odd Future était là. C'était sa première visite à Montréal officielle. Je me rappelle plus en quelle année, là. Mais c'était fou, là. C'était complètement... C'était délirant. Je me souviens que je suis sorti de là, puis t'avais le droit à tout. Il y a eu de la bataille. Puis toutes les shows de hip-hop au Métropolis, en tout cas, je sais plus comment on l'appelle maintenant, Métropolis, mais dans cette salle-là, c'est le moment où il y a le plus de gardiens de sécurité. Parce que c'est là qu'il y a plus, il y a des gens avec des couteaux et des tentatives. Tout ça par rapport à, il me dit, écoute, il dit, les gars de sécurité, je dis, c'est-tu tout le temps? Y a-tu tout le temps autant de monde qu'en ce moment? Il dit, les shows hip-hop, oui, mais mettons, il dit, les shows de heavy metal, il y a presque pas de gardiens de sécurité. Il dit, c'est les gens les plus respectueux. Ils vont se taper dessus, mais c'est amicalement, là. Mais il dit, le hip-hop, on sait jamais s'appeler où. Puis il dit, Tyler... Il amène une sorte de clientèle. Il amène des gens, mais il y a d'autres gens aussi qui cherchent du trouble. Il y a des fois, il y a des gangs qui se confrontent dans ces spectacles-là. Bon, ça peut donc... fais attention quand tu vas prochainement. Tu te mettras à titre d'observateur, tu gardes ça en arrière. Là, c'est moins dangereux. Hey, merci beaucoup. C'était vraiment cool de te voir. Bon voyage en France. Puis on se refait ça bientôt. Yes, merci beaucoup, Fred. Cool. Ciao. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.